chronologique, avec pour commencer un tout petit tableau d'un peintre flamand qui a été actif en Castille, Juan de Flandes. On ne connaît pas sa date de naissance, mais il a été actif en Castille entre 1496 et 1519 et il est décédé à Palencia. Alors, c'est une manifestation d'un grand courant de peinture en Espagne qu'on appelle le style hispano-flamand, c'est-à-dire des peintres d'origine flamande et qui se sont installés en Espagne, d'autant que, vous le savez, c'est l'Espagne qui gouvernait les Pays-Bas espagnols flamands. Et donc, ce peintre a ici réalisé nous voyons un des petits panneaux, puisqu'il a été au service de la reine Isabelle de Castille, celle qu'on appelle la catholique, et il demeura à son service jusqu'au décès de la reine en 1504. Et ce petit panneau est l'un des 47 illustrant la vie du Christ dans un polyptyque qui était destiné à l'oratoire de la reine. Je vous cite le cartel pour expliciter le style. Le style de ce peintre l'inscrit dans la double descendance de l'intensité expressive d'Hugo van der Goes et de la clarté limpide de Memling. Voilà donc synthétiser l'influence flamande sur ce peintre. Il y a beaucoup d'œuvres du style hispano-flamand en Castille. Donc tout petit tableau, 24 cm de haut. Alors ici, tout est concentré sur le dialogue autour du puits, le puits qui est bien au centre. Le geste de la Samaritaine rappelle celui du tableau de Fernando Gallego, autre peintre hispano-flamand, mais lui d'origine espagnole. À l'arrière-plan, qui est traité en paysage un peu sommaire, on voit seulement un apôtre et la peinture est établie avec un ciel, vous voyez, très haut, presque sans nuages et embrumé de chaleur pour restituer l'atmosphère, évidemment, de la rencontre avec la Samaritaine qui se déroule en pleine chaleur, en plein midi. On retrouve chez la Samaritaine le geste de verser l'eau du seau dans l'amphore ou la cruche qu'on avait déjà chez des peintres antérieurs. On passe à l'Italie avec un premier peintre bolonais, Annibal Carrache, tableau donc un peu plus grand. Annibal Carrache, peintre bolonais mais qui a terminé sa carrière à Rome, il est le plus célèbre des 3 peintres maniéristes bolonais de la même famille Carrache, avec son frère Agostino et son cousin Ludovico. Ces 3 peintres ont fondé dans leur ville de Bologne l'Académie des Incaminati qui définissait les principes de la peinture bolognaise à la fin du XVIe siècle. Mais en 1595, il est appelé à Rome par le cardinal Odoardo Farnese et il va s'y installer définitivement, et ce tableau date de sa période romaine, alors que son frère et son cousin sont restés à Bologne. Ici, le puits et la Samaritaine sont au centre de l'image. Ils sont entourés à gauche d'un groupe des apôtres et à droite par le Christ. Pour ce qui est de la perspective, elle est donnée par le Christ à droite avec l'inclinaison de son corps. La perspective se poursuit avec les colonnes cannelées en ruine et s'achève
par la ville au loin, dans la partie centrale vers le haut du tableau. Mais l'essentiel se situe dans le dialogue du Christ et de la Samaritaine, qui est exprimé par les gestes des mains, main vers le ciel pour le Christ, pour sa main gauche, vers la terre pour la Samaritaine, ceci correspondant au quiproquo du dialogue sur l'eau spirituelle et l'eau matérielle, que je vous ai exposé la dernière fois. Et puis les regards, le regard incliné et miséricordieux du Christ, et puis par le lien de la cruche qui, elle aussi, manifeste ce quiproquo entre l'eau spirituelle et l'eau matérielle. On va approcher un petit peu ce tableau avec des attitudes légèrement maniéristes sur les inclinaisons et sur l'amplitude des gestes. Voilà, douceur du visage du Christ, modestie de l'attitude et humilité de la Samaritaine. On reste en Italie avec un autre peintre bolonais, Le Guerchin, et vous allez voir avec des couleurs et une composition bien différente, un tableau beaucoup plus important au point de vue dimension, puisqu'il fait 1,60 m en largeur. Le Guerchin, né à Ferrare, mais qui s'est tourné vers l'art de Bologne, parce que Ferrare était sous l'influence artistique de Venise à cette époque, et il était très proche de l'art de Ludovico Carracci, dont j'ai parlé à l'instant, et il vécut principalement en Émilie. Et ici, la composition, vous le voyez, encadrée d'arbres très sombres, et elle est resserrée avec des figures en buste, entre lesquelles on aperçoit à l'arrière-plan la ville fortifiée. Et ici aussi, on a des éléments d'iconographie tirés de l'Antiquité avec le seau à gaudron. Le dialogue s'exprime là aussi par l'échange des regards et des gestes. La Samaritaine tient des deux mains ce seau à gaudron, l'eau matérielle, tandis que la main gauche sur sa poitrine pour le Christ évoque le don de l'eau vive, l'eau spirituelle, source de la vie éternelle. Donc à la fois, chacune de ces deux mains, sa main gauche sur sa poitrine exprime l'eau spirituelle et sa main droite avec l'index pointé sur le seau exprime l'eau matérielle. Et ici, la Samaritaine regarde fixement le Christ, dont le visage est réalisé aussi avec beaucoup de douceur. On revient en France. Philippe de Champaigne. Alors c'est un tondo, un tableau rond. Philippe de Champaigne, donc de formation flamande, ainsi que on peut le vérifier sur la qualité et la finesse de sa peinture. Et il a refusé d'entrer dans l'atelier de Rubens. Et quand on compare évidemment les styles, on comprend pourquoi. Et il décide de parfaire sa formation en Italie, mais en passant par Paris. Et en fait, il s'arrête à Paris et il reste, il s'y pose pour toute sa vie artistique. Il va participer à la décoration du Palais du Luxembourg pour Marie de Médicis, la mère de Louis XIII, et il est naturalisé en 1629 et il devient peintre du roi Louis XIII. Il est le seul peintre autorisé à portraiturer Richelieu.
Je cite le cartel de ce tableau. Très proche de la spiritualité des jansénistes, Philippe de Champaigne reçoit la commande de ce tableau pour l'abbaye de Port-Royal, qui apprécie la sobriété de son style. Je cite maintenant un historien de l'art. L'impassible intensité des regards reporte l'attention sur les mains des protagonistes, qui traduisent l'ensemble du récit, transformant la temporalité narrative en synthèse spatiale, assise sur la clarté des tons. Et vous voyez déjà sur l'ensemble du tondo, les 4 tons différents employés par le peintre sont répartis sur les 4 quarts du tondo. Le bleu, le mauve, le jaune et un bleu ou un gris plus pâle. Ici, la main droite de la Samaritaine posée sur sa poitrine évoque sa surprise d'être interpellée par un juif, et le mauve de la tunique du Christ rappelle la pourpre royale. Il faut aussi tenir compte et ça je le dis souvent, du jaunissement que vous avez à l'écran, alors que le manteau du Christ est vraiment bleu, il n'y a rien de violet comme vous le voyez sur l'écran. On va l'approcher pour admirer la qualité des détails et notamment des visages. Formé en Flandre, évidemment, Champaigne a une maîtrise de la peinture à l'huile, de la finesse du dessin, est un des plus importants peintres de la première moitié du XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIII. Voilà, un visage avec des réminiscences de l'Antiquité. On n'est pas loin de ce que fait Poussin. Bien qu'il ne soit pas allé en Italie, Champaigne avait une bonne connaissance du style italien. Elle est surprise et heureuse. Et vous voyez, même pour ce qui est des pieds, du bas du manteau, la qualité les jeux de lumière, la texture des tissus et même la pierre. Et on va terminer cette dernière rencontre au puits avec un peintre moins connu évidemment, Gabriel de Saint-Aubin. Voilà. Il est le fils, Gabriel de Saint-Aubin, un Parisien, 1724-1780. Il est le fils d'un brodeur du roi, et ses 2 frères sont dessinateurs du roi pour l'un et peintre de porcelaine pour l'autre. Il a été élève notamment de Boucher, mais il devint ensuite peintre et dessinateur indépendant et professeur à l'Académie de Saint-Luc. Son œuvre principale est celle d'un dessinateur chroniqueur, ce qui fait que ses peintures sont assez rares. Ici, le peintre emprunte à Lebrun, dans Moïse et les filles de Jéthro, que nous avons vu la dernière fois, il emprunte la machinerie de levage de l'eau du puits, le puits qui est ici circulaire. Quant au geste du Christ et de la Samaritaine, ils évoquent eux aussi évidemment les propos respectifs dans le dialogue évangélique, mais avec une certaine grandiloquence, les bras très écartés du Christ, presque de même aussi pour la Samaritaine, donc un peu de grandiloquence. Voilà, on voit bien cette grandiloquence qui est exprimée à la fois par les bras, les bras du Christ, et puis aussi même par ses genoux écartés. De même pour la Samaritaine. On a presque l'impression qu'elle va esquisser un pas de danse.
Donc voilà la dernière image de cette rencontre au puits. Nous commençons aujourd'hui le thème des portraits doubles qui se divise en trois. Tout d'abord, portrait de deux amis, puis portrait de couple, et puis enfin, mère et enfant. Voilà. Alors, il y a un très important tableau que je vais réserver pour le mois de janvier. C'est le tableau de Hans Holbein, Les ambassadeurs, qui figure dans ce déroulé que je vais présenter maintenant, mais je vais passer par-dessus, étant donné son importance, le contexte, donc il va nous tenir au moins la moitié d'une séance. Donc, commençons. Ces portraits doubles, première partie, donc deux amis. Alors, tout d'abord, une peinture italienne, le portrait de Luca Pacioli avec un élève d'un peintre, Jacopo de Barbari, peintre vénitien, et la peinture se situe en 1495 et a été présentée au Louvre dans le cadre d'une exposition de chefs-d'œuvre venant du musée de Naples, musée de Capodimonte. Voilà l'ensemble du tableau, portrait de Luca Pacioli avec un élève. Le mathématicien et frère franciscain Luca Pacioli donne une leçon de géométrie à un élégant jeune homme. On remarque suspendu à gauche un objet géométrique en cristal, un polyèdre, sur les faces duquel on peut entrevoir, dans un savant jeu d'optique, les reflets d'une fenêtre. On verra d'un peu plus près, mais on voit ce reflet, ce double reflet d'une fenêtre en haut à gauche et en bas à droite de ce polyèdre en cristal. Alors, qui est ce Luca Pacioli, frère franciscain, qui publie à Venise en 1493 un traité de géométrie intitulé Summa de Arithmetica Geometrica, etc. Et ici, il exécute de la main droite une figure géométrique avec une virgula qui était un instrument médiéval des enseignants. Et il réalise cette figure géométrique sur un tableau qui porte l'inscription Euclide, que vous verrez lorsqu'on va aborder les détails. Et de la main gauche, il suit les formules indiquées sur le livre ouvert des éléments d'Euclide. Entrons dans le détail du tableau. On remarque en passant la très belle réalisation du vêtement franciscain avec ses plis. Voilà, et la très belle réalisation du visage avec son modelé, et même certains défauts de la pommette gauche. Et ici, on voit donc bien sa main gauche qui est posée sur une des formules des éléments d'Euclide. Et ici, la réalisation avec la virgula. Et vous pouvez lire, je crois, Euclide sur la tranche, sur le côté du tableau. Et ici, on voit un polyèdre en bois
Alors, ceci nous amène à parler de l'élève. Quelle est l'identité de l'élève? Il s'agit probablement, toujours selon le cartel, de Guidobaldo Ier de Montefeltro, duc d'Urbino. Urbino, une ville importante pour la Renaissance en peinture à cette époque. Et cet élève était un fervent des mathématiques et à qui était dédiée la Summa dont j'ai parlé tout à l'heure, et à qui Pacioli avait offert un dodécaèdre en bois, que vous voyez actuellement, lors d'un séjour à Rome en 1489. Sur le tapis vert de la table à droite, une inscription sur un papier paraît être la signature ésotérique, on la verra d'un peu plus près, signature ésotérique, Iaco, plus loin Bar, du peintre. Alors pour ce qui concerne le polyèdre suspendu au mur que l'on a vu tout à l'heure en cristal, c'est un rhombicuboctaèdre de forme semi-régulière avec 26 bases, dont 18 carrés et 8 triangulaires, et qui était une invention de Pacioli. C'est pour ça qu'il est représenté. Alors, qui a commandé ce tableau? Probablement le jeune duc de Montefeltro. Et Urbino, qui était une ville quand même importante dans les Marches, et la ville de naissance de Raphaël. Et justement, on arrive à Raphaël, avec ce double portrait que j'ai montré l'année dernière d'ailleurs. Autoportrait avec un ami, donc qui date de la fin de la carrière de Raphaël, puisqu'il est mort en 1520. Donc le tableau est daté approximativement 1518-1520, une des dernières œuvres de Raphaël. Alors, d'abord, l'homme qui est le plus proche du spectateur, de nous-mêmes. L'homme un peu plus jeune, représenté au premier plan, désigne le spectateur de sa main droite qui est tendue avec un magnifique raccourci de virtuosité picturale. Et il tourne la tête par-dessus son épaule vers l'autre homme placé dans son dos, qui est Raphaël. Sa main gauche, ombrée, repose sur la poignée d'une arme d'estoc portée à la hanche, donc probablement un poignard. Et cet ami de Raphaël n'a jamais pu être identifié. Raphaël, lui, est donc représenté comme seconde personne, fortement décalé vers le bord gauche du tableau. Il jette un regard tranquille vers le spectateur et sa main gauche repose sur l'épaule de son ami. Alors, que représente le tableau? Il paraît représenter une situation d'accueil dans laquelle le peintre recommande familièrement son ami au spectateur. On va approcher les visages de ces deux personnages, et notamment celui de Raphaël à la fin de sa vie courte, mais intense. Voilà donc Raphaël et le magnifique raccourci de la main de cet ami. Alors, d'un peintre hollandais, Marinus van Reimerswel,
les collecteurs d'impôts. À gauche, un collecteur âgé et calme enregistre la contribution d'un individu, peut-être contrôleur lui-même, dont le rictus narquois et la main crispée à côté des pièces de monnaie expriment toute la cupidité. Voilà, c'est Cécile Scalieres dans le cadre d'une exposition, Les choses qui présentaient notamment ce tableau. Le portrait du premier, sans doute Cornelis Daniels, dont le nom apparaît sur l'un des documents accumulés sur l'étagère et qui fut maire de Reimerswald, s'oppose au caractère du second. Alors, on va regarder. Pour des questions de reflet, voilà, je vous le montre sous deux angles différents, dans son entier. Alors, on va rencontrer plusieurs fois ce type de portrait double qui nous présente deux personnages, mais aussi entourés ou accostés de nature morte. Le plus bel exemple étant précisément celui des ambassadeurs, mais compte tenu de sa complexité, du contexte politique qui entoure ce tableau, eh bien, je préfère le réserver pour le mois de janvier. On a en haut une bougie éteinte, en général symbole de mort. Alors celui qui est à droite, l'excité, dont la main, la crispation de la main nous donne l'impression qu'il a envie d'appréhender les pièces de monnaie de sa main gauche pour les mettre dans sa main droite. Donc une opposition totale des caractères et des comportements. Alors je n'ai pas pu m'empêcher de photographier les chapeaux. Là aussi, les rides du visage sont parfaitement réussies. Et voilà l'autre personnage avec son rictus que le peintre a bien réalisé, y compris avec les rides frontales, les yeux, la bouche, tout ça pour exprimer cette cupidité, l'attrait de l'argent et de tous les temps. Et puis le collecteur qui écrit tranquillement sur son livre, et les pièces d'or et d'argent. Changement d'atmosphère, un double portrait du Caravage, portrait d'Alof de Vignacourt et de son page. Un assez grand tableau, puisque Alof de Vignacourt est présenté en pied. Alors, selon Baglione, chroniqueur de l'époque, Caravage venait d'arriver à Naples. Vous savez qu'il avait fui Rome puisqu'il était poursuivi après avoir tué un homme dans une rixe. Donc on est en juillet 1607, il vient d'arriver à Naples et il est chargé par le grand maître de l'ordre de Malte, Alof de Vignacourt, donc un Français, d'exécuter son portrait, ce qui va lui valoir le titre de chevalier de l'ordre de Malte. Ce portrait a certainement été influencé par l'enseignement des grands peintres vénitiens, Titien, Tintoret et Véronèse, et il s'inscrit à l'intérieur de la tradition des portraits de condottieri qui sont armés et en pied.
Le rang de grand maître oblige en effet l'artiste à privilégier la composition officielle au détriment de l'introspection psychologique. Je me réfère bien entendu à un historien de l'art. Cette introspection psychologique qui est plus évidente chez le jeune page, qui tient le casque et des vêtements du grand maître. L'armure du XVIe siècle a été identifiée comme ayant effectivement appartenu à Vignacourt et pourrait contenir une référence à la bataille de Lépante de 1571 à laquelle Vignacourt avait participé. Cette bataille de Lépante contre les Turcs qui va éloigner l'Europe du danger des Turcs. Entrons dans le détail du tableau avec évidemment une réalisation splendide de Caravage, notamment sur l'armure de Vignacourt. Alors, je descends petit à petit du haut vers le bas du tableau. Et voilà notre jeune page. À nouveau Philippe de Champaigne, portrait de deux hommes. Les deux modèles étaient autrefois identifiés comme François Mansart et Claude Perrault, ce qui est d'ailleurs inscrit au bas du tableau, en raison de ces inscriptions. Mais ces inscriptions ne sont pas autographes. Mais, cependant, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas ces personnages-là. La statue visible à l'arrière-plan est une copie de la Flore Farnese du musée archéologique de Naples, donc référence à une statue antique. Alors, il peut toujours s'agir de François Mansart et de Claude Perrault. Quelques mots tout de même. François Mansart, donc à gauche, architecte, considéré comme le plus important des fondateurs de l'architecture classique française. Il a notamment réalisé les hôtels particuliers de la Vrière, siège actuel de la Banque de France, Tubeuf, l'un des immeubles de la Bibliothèque nationale de France, Carnavalet, musée du même nom. Il a aussi réalisé les châteaux de Berny et de Maison et une aile du château de Blois. Donc, un très important architecte français du XVIIe siècle. Claude Perrault à droite, médecin, physicien et architecte. Il traduisit les livres d'architecture de Vitruve l'Antique et il remporta le concours d'architecture pour la colonnade du Louvre qui porte son nom. Cette colonnade que vous voyez quand vous êtes du côté de Saint-Germain-l'Auxerrois. Et c'est aussi lui qui édifia l'Observatoire de Paris. Donc, des artistes très importants pour le XVIIe siècle en France. Claude Perrault, maintenant. Alors, du même peintre, mais un tout autre genre. Alors là, il faudrait dire deux amis, eux. L'ex-voto de 1662, un grand tableau très large, 2,31 m. Tableau peint en action de grâce pour la guérison miraculeuse
de Catherine de Sainte-Suzanne Champaigne, fille aînée du peintre, qui était religieuse depuis 1657 au couvent de Port-Royal à Paris. Pas Port-Royal des Champs, Port-Royal de Paris. Paralysée du côté droit depuis 1660, Catherine a été miraculeusement guérie le 6 janvier 1662 et Champaigne a représenté le miracle avec la plus grande retenue, comme le simple portrait de deux religieuses. Le miracle est discrètement suggéré par le faisceau de lumière provenant de la partie haute du tableau sur la moitié droite. La religieuse à gauche, c'est Mère Agnès Catherine Arnaud, qui a longtemps dirigé le couvent parisien de Port-Royal. Elle est à genoux en prière. Sœur Catherine, la miraculée, est figurée assise dans un fauteuil, les pieds reposant sur un tabouret. Elle joint également les mains. Ces précisions sont données encore par un historien de l'art auquel je me réfère. Le cadre de la composition est austère. Quant à l'inscription latine qui est un peu dans l'ombre, elle rappelle simplement les circonstances du miracle. Avec Champaigne, c'est la quasi-perfection de la représentation des visages, très peu d'idéalisation, et vouloir exprimer la ressemblance et l'intériorité du personnage. Et quant à sœur Catherine, elle a les yeux levés vers le ciel, évoquant là aussi l'origine du miracle. Et voilà, je vous montre simplement l'inscription dans l'ombre, en latin. Et on reste dans la peinture française. Avec portrait posthume de Charles Lebrun et de Pierre Mignard. Alors là, le titre n'est peut-être plus tout à fait justifié. Des amis, en fait, c'était plutôt des ennemis. Mais bon, ils sont réconciliés à titre posthume. Hyacinthe Rigaud, grand portraitiste du XVIIe, XVIIIe siècle. Alors, il faut s'expliquer tout de même sur ce tableau. Charles Lebrun et Pierre Mignard, qui ont tous les deux été premiers peintres de Louis XIV. Ce double portrait a été peint en 1730, alors que les deux peintres sont évidemment décédés. Pour être placé, le tableau était destiné à être placé en dessus de porte de l'hôtel parisien du fermier général François de Castagnet. Pierre Mignard est figuré d'après son portrait par Rigaud lui-même, exécuté en 1791. Il a reporté le portrait, du moins les traits du peintre dans ce tableau. Quant à Charles Lebrun, il est représenté d'après le grand portrait d'un autre peintre, Nicolas de Largillière, exécuté en 1686. Donc, en 1730, il a utilisé des portraits précédents. Mais cette double célébration des deux premiers peintres de Louis XIV était évidemment impensable du vivant de ces artistes rivaux. Donc, ils sont réconciliés, proches l'un de l'autre,
par le peintre à titre posthume. Lebrun a été donc premier peintre de Louis XIV avec son titre confirmé en 1664. Mais il est décédé en 1690 et Pierre Mignard, lui, a passé d'abord plus de 20 ans en Italie. Il est revenu en France en 1657 et là, il a mené une lutte ouverte contre Lebrun. Et il a succédé à Lebrun après sa mort. Pierre Mignard est notamment l'auteur de la fresque de la coupole de l'église du Val-de-Grâce à Paris, qui est l'une de ses œuvres principales. Voilà, ils ont été réconciliés post-mortem. Ils sont représentés avec des attributs de peintre, un carton à dessin et l'autre une palette. À gauche Lebrun, à droite Mignard. Seconde partie des portraits doubles. Deux époux. Alors toujours dans l'ordre chronologique. On commence par Van Eyck, tableau célèbre. Les époux Arnolfini, 1434. C'est donc très peu de temps après l'achèvement du grand polyptyque de l'agneau mystique. Bon, c'est un tableau moyen, 82 cm de haut. Alors, les époux Arnolfini. Les époux Arnolfini, la famille Arnolfini, des banquiers de Lucques, qui entretenaient des relations étroites avec la Flandre, où divers membres de la famille les représentaient. Ces époux sont au centre du tableau, dans leur chambre à coucher. Ils se tiennent par la main. Ils sont entourés des symboles du mariage, de la fidélité et du bien-être. Ils sont dans une pièce dont les lignes de perspective sont données par les côtés, avec la fenêtre à gauche et le lit à droite. Et vous voyez d'ores et déjà, entre les deux, vous avez un miroir, entouré d'ailleurs de scènes, un miroir convexe, qui est entouré de scènes que l'on verra en détail. Et vous avez au-dessus un lustre. On le regardera aussi plus en détail. En bas, le petit chien de symbole de fidélité, les sabots du mari, pour nous montrer, donc, nous sommes dans un intérieur où le bien-être est évidemment présent. On voit la richesse du lit, celle des vêtements. Mais en réalité, ce n'est pas un portrait destiné à nous montrer une scène peu après le mariage. Non, on va voir ce que c'est. Rentrons un peu dans le détail du tableau. D'abord, on va passer à son examen du haut en bas. On voit déjà le lustre et le miroir de plus près. À gauche du miroir, d'ailleurs, vous avez un chapelet. Voilà, un beau travail de type flamand sur les plis cassés de la robe de l'épouse.
d'abord regarder les visages de l'époux et de l'épouse avant de s'expliquer sur les objets. Vous avez des couleurs différentes parce que ça vient de livres différents, hein. Mais pour avoir des détails, il faut souvent procéder comme ça. Au-dessus du miroir, vous avez la signature et la date du tableau de Van Eyck dans une écriture qui est celle de la chancellerie de Bourgogne. Ici à gauche du visage de l'épouse, vous avez au-dessus du montant du lit, ou du meuble, pardon, vous avez la représentation de Sainte Marguerite maîtrisant le dragon. Donc une allusion aussi à la victoire sur le péché. Détail du visage de l'épouse. Alors, le lustre. Le lustre, à gauche, une bougie allumée, la seule qui soit allumée, hein. À droite, la bougie est éteinte et on voit encore des traces de la cire, ce qui signifie à gauche la vie, à droite la mort. À droite la mort. Ce n'est pas la représentation de deux époux vivants, c'est un tableau commémoratif. En effet, après des recherches, il s'est avéré que Van Eyck avait peint ici Giovanni di Niccolò di Arnolfini et non son frère Arrigo Arnolfini, tableau commémoratif car le mariage de Niccolò était en 1426, il avait épousé Constanza Trenta, une belle-sœur des Médicis, laquelle mourut en 1433. Le tableau est de 1434. Donc probablement, ce tableau a été commandé à l'occasion du premier anniversaire de la mort de l'épouse. Donc la bougie, symbole de la vie, est allumée du côté du veuf. Voilà pour ce qui concerne l'explication du lustre. Maintenant le miroir. Miroir donc avec au-dessus la signature. C'est la première fois que le miroir est utilisé comme élément qui fait en quelque sorte sortir la peinture du tableau vers le spectateur et qui sera utilisé ensuite par bien d'autres peintres. Voilà, donc des scènes, 10 scènes de la Passion du Christ autour du miroir convexe. Miroir convexe, vous le voyez, puisque les fenêtres, la fenêtre à gauche est présentée déformée, même chose pour le lit à droite. Et vous voyez les époux qui sont de dos, évidemment. Et particularité, ils ne se tiennent pas la main. Donc, différence, on va le voir peut-être même encore plus près. Et puis, il y a devant eux deux personnages qui sont
probablement le peintre et un compagnon, collègue du peintre. Donc Van Eyck est un compagnon du peintre. Voilà, on peut voir quelques scènes de la Passion du Christ. Là, je vois en haut à gauche la flagellation, par exemple, la mise au tombeau en haut à droite. Donc des scènes de la Passion. On est encore plus près. Vous voyez, ils ne se tiennent absolument pas la main. La signature de Van Eyck et la date, 1434. Le petit chien, symbole de fidélité. Et les sabots de l'époux. On passe en Italie. Avec Piero della Francesca, le diptyque de Battista Sforza et de Federico da Montefeltro. C'est bon? Ah, alors? Non, protestez, vous avez raison. Alors, aujourd'hui, le tableau qui est à double face, hein, puisque de l'autre côté, nous voyons ici les portraits de Battista Sforza et du duc Montefeltro, Federico, et de l'autre côté, il y a leur triomphe. Mais à l'origine, il s'agit d'un diptyque qui se replie sur les deux visages, les deux bustes qui sont face à face. Et aujourd'hui, les choses ont été changées. On a refait les cadres et ce sont des tableaux fixes avec double face. Mais nous allons voir évidemment. C'est un tableau à usage privé qui fut réalisé à la demande du duc de Federico comme un hommage à sa femme, Battista Sforza, décédée en 1472. Le tableau date de 1474, donc là aussi, c'est commémoratif. Hein. Les deux petits panneaux se présentaient à l'origine, donc comme un dictyque se refermant sur lui-même. Les faces internes, effigie de Battista et de Federico, face externe, illustrant leurs triomphes respectifs. Alors d'abord les portraits, des portraits de profil en demi-buste, se faisant face, ce qui rappelle l'art de la médaille, hein, que évidemment on connaît dans l'Empire romain depuis l'effigie des empereurs sur les pièces de monnaie. Battista Sforza se détache sur un paysage traité avec minutie, à la manière flamande, avec des bijoux et une coiffure très élaborée. On va regarder quelques détails de Battista Sforza. Donc
Sforza, c'était une grande famille milanaise. Évidemment, vous le savez, ces princes ou ces princesses épousaient toujours des personnes de famille très nobles, de la haute aristocratie. Sa coiffure. Paysage, vêtements et bijoux. Le paysage avec des remparts, de la brume en plaine. Et voici Federico da Montefeltro, qui est représenté avec beaucoup de réalisme, la peau creusée de rides, le nez aquilin cassé lors d'un tournoi. Et ce tournoi lui fit perdre aussi l'œil droit, mais ici on voit l'œil gauche. Et il porte un manteau ducal de couleur pourpre, rouge-pourpre, évidemment, référence à la couleur royale ou impériale. Parce que même si la principauté d'Urbino était petite, évidemment, ces princes voulaient se hisser à la hauteur des plus grands aristocrates. C'était un condottiere, donc un chef de guerre. Chef de guerre mercenaire. Hein. Alors voici maintenant les deux petits tableaux de l'autre côté des triomphes. Triomphe d'abord du duc. Le duc représenté en armure, avec sur son char triomphal, et il est accompagné de la prudence, des allégories de la prudence, de la justice, de la force et de la tempérance, autrement dit des vertus cardinales, qui l'accompagnent sur son char. Voilà. Une vertu derrière lui et les trois autres à l'avant du char. On reconnaît face à nous, sur le côté, la justice, avec l'épée et la balance. Des chars de triomphe, on en rencontre beaucoup dans la peinture et l'enluminure de la Renaissance, référence au triomphe de l'Antiquité. Et voilà le triomphe de Battista Sforza, qui est escorté des personnifications de la pudeur, de la foi, de l'espérance et de la charité. C'est-à-dire donc de trois vertus théologales. Tout à l'heure, c'était 4 vertus cardinales, 3 vertus théologales, mais il n'y en a que 3. Alors on a ajouté la pudeur, vertu féminine s'il en est. Pardon, 2 vertus à l'avant et 2 vertus à l'arrière. Alors maintenant, se pose un petit problème. C'est qu'il n'est pas loin de -5 et ce tableau est très important. Je ne peux pas le traiter en 5 minutes. Donc je pense que vous allez pouvoir aller à la soupe dès maintenant. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et du Nouvel An. Et je vous donne rendez-vous en janvier pour des tableaux très importants en ce qui concerne le portrait double. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.